Singapour, une source d'espoir en géopolitique, c'est la question que nous allons nous poser. On le sait, en géopolitique, on étudie les rapports de force entre des puissances. On évalue certains choix stratégiques en fonction des facteurs de force de ces puissances, mais aussi des contraintes qui pèsent sur elles. Alors, l'État, la République de Singapour, semble allié à un certain nombre de contraintes majeures qui devraient normalement l'empêcher d'exister sur la scène internationale et au niveau stratégique. On peut penser par exemple à la taille de son territoire, on peut penser à l'absence de ressources, on peut aussi penser à sa position géographique, coincée entre la Malaisie et l'Indonésie, et encore d'autres facteurs. Néanmoins, le succès au niveau international et surtout économique de Singapour est indéniable. Alors on va s'intéresser avec Fabrice Ravel à cette question. Quelle est la raison de ce succès sur la scène internationale de Singapour, d'un point de vue de la stratégie économique qui a été adoptée bien sûr, mais aussi peut-être de choix et d'orientation stratégique d'un point de vue géopolitique, chose qui nous paraît peut-être moins évidente et moins visible. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On l'a dit en introduction, Singapour était face à un certain nombre de contraintes qui sont géographiques, qui sont aussi évidemment liées au multilinguisme de sa population, qui sont liées aussi à son histoire récente et chaotique. Il faut peut-être s'intéresser d'abord donc à toutes ces entraves, si j'ose dire, à son développement. Oui, alors pour pouvoir répondre à la problématique telle qu'on se propose de l'évoquer aujourd'hui, et qui finalement conjugue deux aspects, une meilleure connaissance de Singapour d'une part, et puis surtout le fait de mettre en avant à quel point Singapour peut avoir une résonance particulière en géopolitique, porteuse d'espoir, et donc c'est quand même quelque chose de particulièrement important. Vous avez raison de rappeler qu'a priori c'était peu envisageable, parce que là, la République de Singapour était contingentée par trois difficultés initiales, qui résidait d'une part sur un aspect géographique, on va y revenir, sur un aspect lié à la population, car c'est vrai qu'on était sur une population dont la composition était très diverse, et donc on peut comprendre spontanément que le fait de trouver une homogénéité et une adhésion envers un nouvel État n'était pas évidente ou spontanée à trouver, et puis un troisième point qui est lié à l'histoire, dont on va se rendre compte qu'elle était particulièrement violente. Et déjà, ces trois aspects-là montre bien que Singapour n'avait pas la chance d'avoir un certain nombre de facteurs initiaux positifs, bien au contraire, ce qui permettra a fortiori de mieux apprécier les résultats positifs auxquels Singapour est arrivé par la suite. Alors j'en viens maintenant à ces trois facteurs qui sont donc à la fois géographiques, liés à la population et historiques. Si on arrive sur un aspect géographique, les choses sont assez faciles à percevoir. On est sur un territoire globalement de 725 km², dont on comprend bien, dès qu'on énonce d'ailleurs le chiffre, qu'il est quand même très modeste, à tel point que d'ailleurs, si on prend un classement des États tels qu'ils sont reconnus par l'ONU aujourd'hui, Singapour se retrouvait au-delà du 180e rang, donc on voit bien qu'on est sur un État dont la modestie en termes de superficie est très importante. Et à cette situation, il faut conjuguer un autre aspect que vous avez commencé d'ailleurs à aborder, c'est que Singapour a non seulement une superficie assez réduite, mais se trouve encastré entre deux États, qui sont la Malaisie donc au nord et l'Indonésie au sud, et qui sont très très proches de Singapour. Donc on voit bien la pression qu'il pourrait exercer. Et ce qui est assez intéressant à rappeler d'ailleurs, c'est que la Malaisie est tellement proche que donc là il y a une frontière d'environ 50 km de large, qui serait d'ailleurs assez proche, puisqu'il y a deux ponts qui relient Singapour à la Malaisie. Et puis avec l'Indonésie, on serait sur une frontière plutôt maritime de 60 km, dont seulement d'ailleurs 57 ont été avalisés par des traités internationaux à la fin du XXe siècle. Et là, on voit bien spontanément qu'on se retrouve dans une configuration un peu particulière, dans laquelle d'ailleurs, c'est assez intéressant, on va voir que le gouvernement de Singapour déjà fait preuve de réactivité d'un point de vue stratégique, on y reviendra, parce que ce qui est assez intéressant à dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de réservoirs d'eau qui sont répartis sur le territoire, car Singapour a envisagé le fait d'être en difficulté politique avec la Malaisie, dont ils dépendent à 80% pour l'approvisionnement en eau. Donc le fait que d'avoir construit un grand nombre de réservoirs d'eau anticipe une crise, de même qu'il y a un autre paramètre qui est assez intéressant de ce point de vue-là, Olivier, c'est qu'il y a un accord militaire qui a été fait entre Singapour
et la France, qui prévoit qu'il y ait une escadrille de Singapour qui est basée dans le sud de la France et qui s'entraîne. Et la raison est liée à ce qu'on est en train d'évoquer, parce que nos éditeurs pourraient se dire mais pourquoi cette précision? Parce qu'en fait, l'espace aérien de Singapour est tellement étroit qu'il n'est pas suffisant pour que les escadrilles puissent avoir un champ de manœuvre, et donc ils en viennent à solliciter des partenaires pour pouvoir entraîner leurs forces aériennes. Donc on voit bien que là, on a affaire à un territoire qui est quand même à la fois assez modeste dans sa superficie et qui est assez engoncé par rapport à ses voisins. Donc ça, c'est déjà un premier trait. Il y a un deuxième point qui est assez intéressant, c'est que si on en vient à la population, qui est donc globalement entre 5,9 millions et 6 millions d'habitants selon les statistiques, ce qui bien sûr renforce le sentiment préalable qu'on a eu, parce qu'on voit bien qu'en termes de densité de population, Singapour va être l'un des pays dont la densité va être la plus importante au monde, puisqu'on se retrouve avec 5,9 à 6 millions d'habitants sur 725 km². Donc là, on voit bien déjà qu'il y a une densité qui est incroyable. Mais il y a un autre aspect qui me semble assez intéressant, c'est la composition ethno-linguistique de Singapour, qui d'ailleurs va avoir une conséquence sur la situation historique, parce qu'on se retrouve globalement avec une population dont l'origine ethno-linguistique serait composée à 70% d'une communauté chinoise, à 14% d'une communauté malaise, et puis environ 8-9% d'une communauté indienne. Il resterait 1% qui serait donc dû à l'ensemble des autres communautés. Et c'est très important à mettre en avant, parce qu'on voit bien que là, il n'était pas évident de trouver une homogénéité, de trouver une complicité entre ces différentes communautés et une adhésion envers un pouvoir central dont on va se rendre compte qu'en plus, comme vous l'avez déjà a priori souligné, historiquement, il est relativement récent. Et il y a un paramètre auquel je suis particulièrement sensible pour différentes raisons, c'est que très tôt, Singapour a décidé que l'anglais serait la langue officielle. Ce qui est remarquable, là aussi en termes de stratégie, parce qu'on voit bien que l'idée consiste à faire ensemble que non seulement il y a une langue véhiculaire qui soit commune à toutes et à tous, mais qu'on prenne une langue qui ne puisse pas être instrumentalisée par une communauté ou par l'autre, à la fois comme un moyen de pression ou comme une excuse pour entrer en résistance. Et ça me paraît très très important. Et c'est d'autant plus symptomatique qu'on considère qu'il y a 85% de la population qui maîtrise plus ou moins l'anglais à Singapour, pour une population qui ne maîtriserait l'anglais à sa naissance qu'aux alentours de 35 à 36%. Donc là, on voit bien déjà qu'on est sur un certain nombre de singularités qui sont exceptionnelles. Et puis alors, il y en a une troisième qui est assez étonnante. Si on s'inscrit dans l'histoire récente de Singapour, c'est la violence qu'a connue ce territoire avant la stabilité sur laquelle on va arriver. C'est un territoire au XXe siècle qui appartient à l'Empire britannique et dont je pense qu'en Europe, on sait trop peu souvent qu'il a été soumis à des combats particulièrement violents lors de l'offensive japonaise dans le Pacifique, et notamment dans le cadre du premier trimestre 1942, où une fois que les Japonais ont conquis la Malaisie, qui elle aussi appartenait à l'Empire britannique, il va y avoir un siège de Singapour qui est considéré par les Britanniques comme l'une des forteresses qui doit permettre de résister à toute agression potentielle. Et en fait, les Japonais contournant cette forteresse, ils vont saisir Singapour. Il va y avoir une occupation qui va durer 3 ans et qui va être particulièrement brutale de la part des Japonais, avec une répression féroce, notamment sur la communauté chinoise. Donc c'est quelque chose qui a été très très mal vécu. D'ailleurs, je rappelle que Winston Churchill a dit que la capitulation à Singapour était la plus grande défaite de l'histoire britannique. Donc là, on est quand même sur un des événements majeurs. Et Singapour ne va réintégrer la communauté britannique que début septembre 1945, à la fin de la Guerre mondiale. Et là, on va rentrer dans une deuxième phase, qui est que, évidemment, dans le courant de la décolonisation telle qu'elle est en place dans la deuxième partie du XXe siècle, les Britanniques commencent à proposer à Singapour l'indépendance, ou une constitution indépendante en 1959. Mais en réalité, il se trouve que le premier réflexe que va avoir Singapour, c'est d'intégrer la Malaisie en 1963. Et de fait, Singapour va intégrer la Malaisie en 1963. Et là où c'est assez passionnant qu'au-dessus de ces événements, parce que là aussi on est dans une vraie singularité, ce qui se passe,
c'est que en fait, il y a une divergence qui va apparaître assez vite, et on se retrouve dans une situation où dans le deuxième semestre 1965, Singapour se retrouve indépendant et va finir par intégrer l'ONU. On mesure là bien, je crois, à travers à la fois une grille de lecture géographique liée à la population et historique, que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'a priori, les éléments initiaux n'étaient pas favorables à une croissance, à une prospérité de Singapour. Il n'empêche que dans les éléments que vous avez donnés, on voit le point de bascule de la contrainte vers un avantage, comment retirer une force d'une situation qui ne l'est pas au départ, enfin qui est défavorable au départ. Je pense par exemple à cette histoire de réservoir d'eau, ou encore l'engoncement qui permet aussi une ouverture vers l'international de créer des partenariats. Il faudrait voir quels sont les indices ou les indicateurs objectifs de la réussite de Singapour aujourd'hui. Elle est incroyable. J'invite la totalité de nos étudiants et de nos auditeurs, s'ils le souhaitent, aller beaucoup plus loin que ce qu'on va faire, parce que je vous prie de croire que quand on cherche les indicateurs sur Singapour, on est tout simplement submergé par une suite ininterrompue d'indicateurs qui tous montrent une croissance et une qualité exceptionnelles. Alors, je vais me permettre d'en citer quelques-uns, mais ça va être impossible de tous le faire, en précisant d'ailleurs que je m'efforcerai de le faire avant les années 2019 et 2020, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai et qui sont bien sûr en grande partie l'arrivée du Covid qui fausse les résultats. Mais il y a trois agrégats qui me paraissent particulièrement importants pour répondre à votre question, Olivier. D'abord, il y a le PIB par habitant. Parce qu'on voit bien, évidemment, que si on se contentait du produit intérieur brut en valeur absolue, ce serait faussé par rapport à la taille relativement modeste de la population de Singapour. Donc, évidemment, le PIB ramené à l'habitant est beaucoup plus parlant. Et là, si on prend les chiffres, Singapour arrive en 4e position, ce qui est déjà incroyable, pratiquement sur les 193 États. Et c'est-à-dire devant la France, pour dire clairement les choses. Alors évidemment, on pourrait rétorquer que, on sait bien les polémiques qu'il y a sur les indicateurs, qui n'est pas assez satisfaisant parce qu'il ne prendrait en compte qu'une croissance économique et qui ne prendrait pas assez les aspects humains. Donc on bascule sur un indicateur, l'IDH, l'indice du développement humain, qui est assez classique. Et là, si on regarde cet indice, on se rend compte que Singapour est classé 12e par le Fonds de développement sous l'égide de l'ONU. Et puis il y a un troisième classement qui est assez intéressant, c'est le classement PISA, qui nous intéresse nous particulièrement. Parce que si on regarde Singapour dans le classement PISA, dont il faut rappeler que c'est le classement donc, fait par l'OCDE des populations qui auraient accès à la meilleure éducation et qui d'ailleurs concrètement en termes d'examen prouverait qu'ils ont réussi à intégrer le mieux cette éducation. Singapour arrive en 2e position. Et là, j'ai regardé les chiffres de façon très très précise, je vous prie de le croire, en 2018, alors que Singapour auparavant était même en 1re position. Mais Singapour arrive en 2e position derrière la République populaire de Chine, étant entendu qu'en plus la statistique de la République populaire de Chine n'est faite que sur la base de 4 régions. Donc là, on se rend bien compte à l'énoncé de ces statistiques-là, sur le PIB par habitant, sur l'IDH et sur le classement PISA d'une part. Et il faudrait en plus conjuguer les taux, ce que c'est calculé, d'accès aux soins sanitaires, de non-corruption du gouvernement, de sécurité, enfin bref, le surnom de Singapour qu'on a beaucoup par ailleurs, c'est tout simplement, excusez du peu, la Suisse de l'Asie du Sud-Est. Ouais. Et puis, pour poursuivre le parallèle avec la Suisse, c'est aussi une place financière importante. On va y venir. Et alors, par contre, à la différence de la Suisse, une zone maritime importante, un port important, j'imagine qu'on va y venir aussi. On voit donc un certain nombre d'indices, indicateurs objectifs de cette réussite. Il faudrait essayer de déterminer quelles ont été les clés qui ont permis de transformer ces contraintes en avantages pour Singapour. Alors là, on rentre évidemment sur le cœur de la problématique et l'aspect essentiel. Comment un État a priori aussi défavorisé par les paramètres initiaux tels qu'on les a déclinés arrive à un tel succès tel qu'un certain nombre d'indicateurs, et encore une fois, on ne les a pas évoqués de façon exhaustive, les montrent spontanément. Je crois que là, il y a 2 démarches qu'il faut bien avoir à l'esprit. Une démarche plus classique et plus attendue qui est d'ordre macroéconomique, et une démarche qui est moins souvent mise en avant, qui serait plus, et qui nous intéresse au premier lieu ou en premier chef, qui serait plus d'ordre géopolitique. Donc je vais évidemment m'efforcer d'essayer d'appréhender les deux
l'une derrière l'autre. Si on commence par regarder la démarche macroéconomique, qu'est-ce qu'on constate? À mon sens, qu'il y a trois aspects qui sont très intéressants sur Singapour, dont l'un est clé, et les deux autres viennent en guise de complément. Le premier qui me semble clé et qui explique déjà énormément de choses, c'est la capacité extraordinaire de Singapour depuis 1965 d'avoir réussi pratiquement toujours à trouver la stratégie juste au bon moment. Et c'est assez frappant quand on regarde l'évolution économique de Singapour globalement de 65 jusqu'à l'arrivée du XXIe siècle. Parce que d'abord, Singapour, qui n'a aucune ressource en matière agricole et en matière première, a basé sa croissance principalement sur les exportations. Mais ce qui est assez remarquable, comme on va s'en rendre compte, c'est que là je vais m'efforcer de faire une synthèse, c'est que la vraie adresse et la vraie démarche judicieuse de Singapour a résidé dans le fait que d'intégrer ses forces et ses faiblesses et de voir quels étaient les besoins des clients ou les capacités des concurrents dans le monde. Je m'explique. Sur deux axes principaux. Quel est le salaire de la main-d'œuvre de Singapour et comment ça nous positionne en termes de rapport qualité-prix par rapport aux concurrents? Et quels seraient les secteurs qui seraient plus ou moins délaissés dans un premier temps par rapport à nos concurrents et sur lesquels donc, grâce à notre main-d'œuvre, on serait les plus performants. Et puis ensuite, grâce aux capitaux engrangés et à la connaissance accumulée qu'on signifie à travers l'indicateur, notamment PISA, la capacité à se porter de plus en plus sur des produits à très forte valeur ajoutée. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur une stratégie immuable, mais qu'au contraire, on est sur une adaptation permanente, une sorte d'élasticité permanente qui permet à Singapour de formidablement s'adapter. Et là, quand on regarde bien, finalement, il y a 4 phases. Il y en a une de 1965 jusqu'au début des années 70, où Singapour a joué beaucoup sur ses entrepôts, puisque c'était, on va y revenir, un carrefour stratégique. Je trouve que c'est un peu péjoratif et un peu simpliste. Énormément d'observateurs disent, bon, il y a le détroit de Malacca, qui est le détroit majeur dans le Pacifique, et donc Singapour a cette chance, vous ne l'avez pas dit, que d'être au confluent de ce détroit, et dans lequel circule la quasi-totalité des flux commerciaux, et donc évidemment Singapour bénéficie de ça. Oui, mais c'est pas suffisant. Ça a été une sorte de levier de croissance initiale, si vous me permettez, justement dans les années avant même d'ailleurs l'indépendance, puis dans le courant des années 65. Mais ensuite, ce qui était assez intéressant, c'est que le gouvernement de Singapour, qui était confronté à une grave crise de chômage et à une nécessité que de trouver une homogénéité dans la population, a lancé des entreprises pour faire en sorte que la main-d'œuvre puisse avoir un travail. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième étape dans les années 70 qui était plutôt sur les produits électroniques, donc on voit bien, et puis et sur les produits manufacturiers. Et puis ensuite, on a été dans les années 80 où Singapour s'est trouvé être le premier producteur au monde de disques durs, pour se retrouver dans les années 90 plutôt sur des aspects qui étaient liés à la pharmacie et à la recherche et à la communication. Donc on voit bien que là, il y a une montée en puissance avec une possibilité de s'articuler finalement sur des secteurs économiques qui sont différents. Au fur et à mesure, on arrive à capitaliser non seulement des solutions financières, mais un savoir-faire. Et donc là, on se rend compte déjà qu'on est sur une stratégie qu'on peut tout simplement qualifier de remarquable. Et alors, en plus, en soutien de cette stratégie, il y a 2 axes supplémentaires qui sont d'abord une logistique et des structures remarquables, puisque Singapour possède tout simplement le 2e port au monde en termes de volume et de transactions, et puis un aéroport qui est qualifié selon un certain nombre de critères aussi comme l'un des plus performants et des plus modernes au monde. Et il y a un 3e aspect que vous avez déjà évoqué, c'est qu'ensuite, pour épauler tout ça, Singapour est la 2e place financière en Asie derrière le Japon. Et on voit bien qu'on a des flux financiers qui amènent Singapour, encore une fois, à être perçu un peu comme la Suisse dans la région. Donc là, on a déjà une conjonction qui est incroyable. Mais c'est pas tout. Parce qu'en plus, il y a quand même l'aspect géopolitique qui nous intéresse, nous, au premier titre, si vous me permettez. Et là, il y a quelque chose qui est assez remarquable. Souvent, j'entends dire Singapour est neutre. Ouais. Ou non aligné. Non. Singapour, c'est la recherche de l'équilibre. C'est pas exactement la même chose. Parce que non aligné ou neutre, encore une fois, on se rappelle, on avait fait une émission sur c'est on se sort. Singapour ne se sort pas de la géopolitique. Singapour s'implique complètement dans la géopolitique. Mais Singapour s'efforce toujours d'être en équilibre. Ça avait commencé avec la guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique de 65 à 91.
Et c'est encore plus vrai avec la rivalité qu'on sent croissante entre la Chine, les États-Unis d'Amérique et la Chine. Et là, c'est assez intéressant. Parce que quand on voit les rapports de Singapour avec les États-Unis, qu'est-ce qu'on constate? Que Singapour a des partenariats militaires avec les États-Unis, que Singapour n'hésite pas à dire d'ailleurs qu'il considère que la présence américaine est indispensable dans le Pacifique pour assurer une certaine paix et homogénéité. Singapour est le 17e partenaire pour les États-Unis d'Amérique dans le monde. Enfin, c'est incroyable quand on se rappelle la taille de la superficie et la population. Enfin, c'est tout simplement prodigieux. Mais Singapour entretient aussi d'excellentes relations avec la République populaire de Chine, ce qui en fait l'un des principaux investisseurs étrangers en Chine. Et non seulement Singapour a des liens importants avec la Chine, qui investit d'ailleurs considérablement, et on a beaucoup d'entreprises chinoises dans la haute technologie et la communication qui sont comptes à Singapour, mais a aussi des partenariats militaires, dans lesquels on voit bien que l'armée de Singapour fait des manœuvres avec l'armée chinoise. Et donc on voit bien qu'on a les deux aspects, et économiques et militaires, tant d'un point de vue américain que d'un point de vue chinois. Ce qui est assez intéressant à noter de ce point de vue-là, c'est que lors de la venue de Kamala Harris en août 2021, le ministre des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, avait inventé une formule que je trouve assez remarquable et qui est assez illustratrice de nos propos. Il avait dit « Singapour est utile, mais Singapour ne peut pas être utilisé ». Et là, c'est quand même une phrase qui est extraordinaire dans ce qu'on est en train de dire. En guise de synthèse, Singapour, c'est quand même le contrôle et la maîtrise de la géopolitique bien au-delà de la simple diplomatie, avec le fait qu'on ne coupe les relations avec aucun État, on cherche toujours à ménager l'ensemble des partenaires, on intègre parfaitement l'équilibre dans le rapport de force, et non seulement on l'intègre, mais on cherche à démontrer qu'on en est un facteur déterminant. Franchement, on a déjà là, on le sent bien, une vision de Singapour qui est quand même, il faut être transparent, très très élogieuse dans le cadre de la géopolitique. Surtout qu'elle recoupe énormément de notions, de concepts qu'on a croisés dans nos séances et nos émissions sur les stratégies, les tactiques qui sont employées en géopolitique. On a l'impression qu'on est au point d'équilibre de toutes ces stratégies et tactiques qu'on avait envisagées. On est là en train de parler d'un État donc fort jeune, qui est arrivé à cette réussite spectaculaire dans un nombre de domaines considérable. Maintenant, il faut peut-être se projeter vers l'avenir et voir comment Singapour peut chercher à pérenniser ses succès. Oui, parce que le problème, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés qui se présentent, pour ne pas dire de menaces, et me semble-t-il, il y en a 3 qui sont perceptibles. J'ai la faiblesse de croire que la 3e va peut-être surprendre et que c'est la moins attendue. La première, c'est qu'on voit bien quand même, puisqu'on a donné volontairement des chiffres sur nos agrégats précédents aux alentours de 2017 et 2018, c'est que depuis 2019, Singapour connaît un certain nombre de difficultés pour 2 raisons différentes. La première, c'est qu'on voit bien que la compétition acharnée qui ne fait que croître entre les États-Unis d'Amérique d'une part et la République populaire de Chine d'autre part dans le Pacifique, a déjà eu des effets sur les échanges. Singapour étant particulièrement, on le voit, on le mesure bien, eu égard à tout ce qu'on a dit précédemment, impliqué dans les échanges extérieurs. Ne jamais oublier, on peut donner encore une autre statistique, les exportations de Singapour, c'est 160% de son produit intérieur brut. Enfin, je veux dire, faut entendre les chiffres. Alors ça s'explique parce qu'évidemment, en plus, il y a énormément d'importations par ailleurs. Mais enfin, quand vous faites 160% en termes d'exportation de votre produit intérieur brut, ça montre bien que vous êtes très dépendant de l'extérieur. Et donc, on voit bien que la situation de la pandémie en 2020 a pesé énormément sur Singapour, indépendamment du fait d'un taux de sanitaire très maîtrisé, parce qu'on voit bien qu'avec les ralentissements des chaînes de production et de la consommation, le produit intérieur brut de Singapour a baissé aux environs de 5,3% en 2020. Mais toutes les perspectives laissent à penser qu'il y aurait un rebond en 2021 aux alentours de 5% et un rebond en 2022 de 3% si la pandémie continuait à se dissiper tel qu'il semble que cela soit possible de l'imaginer en cette fin de second semestre 2021. Donc là, il y a un premier défi, c'est relancer en fait cette situation. Il y a un deuxième aspect qui est l'aspect politique. Parce que quand même, certains critiques, depuis l'origine, ne manquent pas de souligner quand même qu'on a affaire à un gouvernement
autoritaire, dans lequel d'ailleurs le parti au pouvoir est le même depuis 1965, dirigé par le ministre fondateur Lee Kuan Yew, on va y revenir. C'est d'ailleurs son fils qui est au pouvoir à l'heure actuelle. Et son fils avait promis de partir avant ses 70 ans en février 2022. Il a dit « je prolonge pour gérer la crise ». Bon, donc, est-ce que le système politique de Singapour va réussir maintenant à s'inscrire dans le temps, sur le long terme, et à trouver un équilibre, même si je m'empresse de dire qu'à la mort de Lee Kuan Yew, Henry Kissinger avait fait une oraison funèbre particulièrement intéressante, qu'on retrouve dans le livre de Jérémy Gallon, Kissinger l'Européen, que je conseille vraiment, et qui disait mais c'était peut-être la seule solution pour que Singapour existât, réussisse tel que ça a été. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important à avoir à l'esprit. Et puis, il y a une troisième menace, Olivier, que j'ai appelé le risque de la peur de Darius ou la peur de Darius. Alors là, évidemment, il va falloir que je m'explique un peu, parce que je fais bien sûr allusion, à Darius Ier, empereur de l'Empire perse au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, à quoi suis-je en train de faire allusion ? Il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent en géopolitique, c'est que parfois, on peut être une menace sans le vouloir. Or, ce qu'on remarque, c'est que Singapour est un formidable exemple ou un formidable modèle pour la République populaire de Chine, surtout quand on est le cadre des réformes de Deng Xiaoping telles qu'elles ont été lancées pour relancer l'économie. Mais la Chine va-t-elle avoir le même regard sur le long terme, en particulier dans la situation actuelle? Et donc là, la simple existence de Singapour prouve qu'on peut être chinois sans être soumis à l'autorité de la Chine et en pouvant vivre merveilleusement en dehors de l'autorité de la Chine. Or, la raison pour laquelle les guerres médiques commencent, c'est quand, lors d'insurrections en Asie mineure, certaines cités grecques se soulèvent contre Darius, elles sont écrasées, mais Athènes n'envoie qu'une vingtaine de galères, ce qui est déjà une sorte de provocation par rapport à Darius, et Darius est en train de prendre conscience que le problème d'Athènes, c'est pas tant qu'elle menace directement l'Empire perse, mais c'est que la simple existence d'Athènes prouve qu'on peut vivre en dehors de son autorité, lui, roi des rois. Et là, dans le cadre de la montée en puissance telle qu'on l'a décrite de la Chine, on voit bien que là, il y a une difficulté qui, là, est nouvelle. Mais en guise de conclusion, si vraiment vous laissez forcer de faire une synthèse sur Singapour, qu'est-ce qui peut nous apparaître? D'abord, la formidable richesse de la géopolitique. On voit bien que là, il n'y a pas un modèle qui permet la réussite. Il n'y a pas quelque chose de figé qui permet la réussite. Mais Singapour, à travers que des traits singuliers, pour la plupart d'entre nous, observateurs, a fortiori occidentaux, a réussi son parcours sans qu'on soit dans une logique de l'État traditionnel qui s'installe autour d'une logique nationaliste ou centralisée sur des siècles, etc., etc. Puis un deuxième point que je trouve assez intéressant, c'est qu'évidemment, eu égard à sa croissance, Singapour pourrait tout simplement être un modèle pour beaucoup d'États en disant, quand on voit quelles sont leurs situations initiales et à quoi ils arrivent aujourd'hui, on voit bien qu'on est tenté de mettre un modèle qui serait d'ailleurs pas forcément facile à dupliquer par ailleurs. Mais Singapour, c'est aussi un formidable message d'espoir, parce que ça montre qu'on peut atteindre la paix dans la croissance, si tant est qu'on maîtrise un minimum les logiques des relations internationales, et qu'en plus, on parvient à en renforcer l'équilibre. Et là, ça, je pense que c'est assez exceptionnel, cet enseignement tel que Singapour nous l'apporte, et qui montre bien que là, effectivement, on a vrai espoir dans un XXIe siècle dont parfois les horizons géopolitiques paraissent, difficiles. Cependant, il faut quand même rester vigilant, comme nous l'y invite dans ses mémoires le premier ministre de Singapour, qui est à l'origine de cette formidable croissance, Lee Kuan Yew, et que Jérémy Gallon, dans l'ouvrage qu'on a évoqué précédemment, Kissinger l'Européen, rappelle en page 136 à la fin d'un chapitre. Et donc je vais m'efforcer de reproduire à la fois ce qui est une sorte d'avertissement et de conseil envers son propre peuple. Je suis troublé par la confiance excessive d'une génération qui n'a connu que la stabilité, la croissance et la prospérité. Je crois que notre peuple devrait comprendre que Singapour était et est vulnérable, l'ensemble des menaces qui nous guettent et combien nous avons failli disparaître.
Bien, écoutez, Fabrice, je vous propose de rester sur cette idée et notion de vulnérabilité. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis.